Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une de ces informations, vous savez, celles qui sont strictement inutiles et donc absolument indispensables. On va décortiquer ensemble l'histoire cachée d'un symbole qu'on connaît tellement bien qu'en fait, on ne le regarde même plus. Pensez-y, ce petit signe, il est partout. Dans nos emails, sur les réseaux sociaux, on s'en sert sans arrêt. Mais sérieusement, qui s'est déjà demandé d'où il sortait? Quelle est l'histoire de cette forme un peu bizarre? Et à quoi est-ce qu'elle pouvait bien servir avant de devenir la star d'Internet? Alors, pour commencer, plantons le décor. Aujourd'hui, c'est simple, il est juste impossible d'imaginer notre monde numérique sans lui. C'est devenu la clé de notre identité en ligne, littéralement. Il sert à envoyer un message à quelqu'un, à interpeller une personne sur les réseaux. Visuellement, il incarne à lui seul toute la communication digitale. C'est un peu le logo non officiel de notre époque. Bon, maintenant on va remonter un peu le temps. Pas si loin pour l'instant, direction les tout débuts de l'informatique, là où tout a basculé. On est en 1971. Imaginez un ingénieur américain, Ray Tomlinson, qui est en train de bricoler un système pour envoyer des messages entre ordinateurs. Et là, il tombe sur un problème très concret. En fait, il lui fallait un caractère pour séparer le nom de la personne de celui de la machine. Il jette un œil à son clavier et il choisit l'arrobase. La raison est super pragmatique, quasiment personne ne l'utilisait, donc il n'y avait aucun risque de se tromper. Et en plus, en anglais, ça se lit at, ce qui veut dire à ou chez. D'un coup, l'adresse non at machine devenait parfaitement logique. Un choix purement fonctionnel, presque anodin, mais qui allait tout changer. Et la petite anecdote qui rend l'histoire encore meilleure, c'est que ce grand moment, ce tout premier email de l'histoire, eh bien c'était juste un test. Tomlinson se l'est envoyé à lui-même, et le contenu était un truc sans aucune importance, genre une simple suite de lettres sur son clavier. Mais attention, l'histoire ne commence pas du tout en 1971. Non, bien avant les ordinateurs, ce symbole avait une toute autre vie, une vie secrète, dans les livres de comptes des marchands. Notre mot français arrobase vient en fait de l'espagnol arroba. Et l'arroba, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était une unité de mesure qui pesait environ 11,5 kg. Le mot lui-même vient de l'arabe arroub, qui signifie le quart, parce que ça correspondait au quart d'une plus grosse unité de poids, le quintal. Voilà concrètement à quoi il servait. Si on regarde des registres de commerce du XVIe ou du XVIIe siècle, on voit que les marchands utilisaient le signe arrobas pour dire arroba. On pouvait donc lire des lignes du style 3 arrobas de vin ou 5 arrobas d'olive. Il était bien plus à sa place dans un port que sur un écran d'ordinateur à l'époque. Alors, on a sa vie numérique, sa vie de marchand, mais attendez, ce n'est pas fini, on peut remonter encore plus loin. Sa véritable origine, elle, se cache dans les monastères du Moyen-Âge. Et là, on touche au cœur du mystère. Les moines copistes, à l'époque, cherchaient toujours à économiser du temps, et surtout du parchemin, qui coûtait très cher. Pour écrire le mot latin ad, qui signifie A ouvert, ils ont eu une idée. Ils ont commencé à lier les deux lettres en un seul geste. Le A et le D ont fusionné, la grande barre du D s'est enroulée tout autour du A, et voilà, notre arrobase était née. C'était juste un raccourci de scribe. Quand on met tout ça bout à bout, le voyage est juste vertigineux. Ça part d'une simple astuce de moine au Moyen-Âge, ça devient une unité de mesure pour les marchands à la Renaissance, avant d'être choisi un peu par hasard par un ingénieur en 1971, pour finalement devenir l'emblème de notre monde ultra connecté. Incroyable, non? La transformation est radicale, c'est un grand écart total. On passe d'un outil de niche, connu seulement par quelques comptables et historiens, à un signe que des milliards de personnes utilisent tous les jours sans même y penser. C'est une renaissance absolument spectaculaire. Et avec cette explosion mondiale, chaque culture s'est approprié le symbole et lui a trouvé un petit surnom. Et c'est là que ça devient vraiment savoureux. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point tout le monde a fait preuve d'imagination. En Italie, c'est un ciocciola, un escargot. En Allemagne, ils y voient un clamaraf, un singe araignée, à cause de la longue queue. Les Suédois l'appellent le Snabel A, le A avec une trompe d'éléphant. Et ça continue, Sabaka, le petit chien en Russie, et même un strudel, le gâteau roulé, en hébreu. En fait, cette diversité de noms nous dit quelque chose d'assez profond sur la nature humaine. Pour comprendre quelque chose de nouveau, on le raccroche à quelque chose qu'on connaît déjà. Chaque peuple a regardé cette petite spirale et y a vu une forme qui venait de son propre imaginaire, de son quotidien. Allez, pour finir en beauté, quelques dernières pépites. Figurez-vous que le mot arrobase a attendu 1993 pour entrer dans le dictionnaire français, soit plus de 20 ans après sa renaissance numérique. L'ancienne unité de mesure, l'arrobase, est toujours utilisée dans certaines régions d'Espagne, notamment pour peser les olives. Et oui, il y a bien un homme qui détient le record du monde du plus grand tatouage d'arrobase. Chacun sa passion. Alors voilà, la prochaine fois que ce signe s'affichera sur un écran, on pourra se souvenir de son incroyable voyage, d'un monastère médiéval à un registre de marchands pour finir au cœur de notre modernité. Ça fait réfléchir. Après un parcours pareil, après presque 1000 ans d'existence, on peut se demander quelle sera la prochaine étape de sa longue, très longue histoire. La question reste ouverte.